Zep, dessinateur, auteur de bande dessinée. Notre invité ce matin, Xavier, c'est à vous. Zeb, bonjour. Bonjour. On l'apprend ce matin dans 24 heures, on parlera de sexe tout à l'heure, mais on va passer par des choses sérieuses. Les juristes de Moulinsart ont interdit une exposition autour de Tintin à Lausanne, en marge de BD Phil. Est-ce que les héritiers d'un grand personnage BD ont raison de protéger autant l'image de Tintin ? On sait que la Fondation Moulinsart, ils sont particulièrement sensibles et qu'il ne faut pas faire les malins. Là, il fallait être un peu naïf pour faire une exposition. On met le nom Tintin avec en plus le logo Tintin sur une expo. Et on sait qu'on va au clash. C'était couru d'avance. Ouais, évidemment. Ouais. Mais moi, je trouve qu'on critique beaucoup la Fondation Moulinsart, mais ils font quand même un travail intéressant parce que ça fait maintenant 40 ans bientôt qu'Hergé est mort et on continue à voir les albums de Tintin. Le personnage vit toujours, donc ils font un beau travail pour faire vivre en fait ce personnage, pour faire vivre le patrimoine assez génial d'Hergé. Est-ce que vous-même vous protégez autant l'image de Titeuf, par exemple, qui est votre personnage évidemment ? Oui, mais moi c'est différent parce que je continue à l'alimenter moi-même. Donc c'est pas comme si on travaille sur un patrimoine qui est mort comme celui d'Hergé. Hergé produit plus rien, on n'a plus rien le droit de dessiner autour de Tintin. Depuis, c'était aussi son souhait et je trouve qu'il faut respecter ça. Après, on a un droit à la parodie, mais effectivement, on peut pas faire uniquement du fric en détournant Tintin. Et on peut faire de la parodie de manière générale, mais c'est un peu naïf de dire qu'on va utiliser ce personnage comme on veut. Alors, je vais ruiner encore un peu l'ambiance. Est-ce que vous avez déjà pris des dispositions pour Titeuf ? Est-ce que quelqu'un d'autre que Zeb pourrait dessiner Titeuf ? Non, enfin oui, j'ai pris des dispositions. C'est-à-dire que j'ai toujours dit à mes enfants et à mon entourage que personne d'autre que moi le dessinera. Je pense que c'est un leurre de croire que si on copie le dessin de quelqu'un, on peut faire vivre son personnage. Ce sont deux choses différentes. Je pense que beaucoup de gens peuvent dessiner Tintin à la perfection. Enfin, peut-être pas à la perfection, mais en tout cas très très bien. Mais pour faire vivre les histoires du personnage, il y avait Hergé qui pouvait le faire parce que c'est une part de lui qui fait vivre. On l'a vu avec toutes les reprises qui sont faites. C'est quelque chose qui est très courant en bande dessinée, que personnellement je trouve très dommage. On lit ces albums et on dit c'est bien, mais il manque quelque chose. Évidemment qu'il manque quelque chose. Pour moi, c'est comme si on vous change un comédien dans votre feuilleton préféré. Il peut jouer, il peut imiter un autre, mais ça ne fonctionnera jamais. Bon, on va revenir à la promesse initiale. Happy Sex 2, 10 ans après le premier tome, pourquoi avoir ressenti le besoin d'un nouveau tome, d'un Happy Sex 2 ? Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans ce sujet nouvelles. Alors mécaniquement, on fonctionne toujours de la même manière, mais les manières de se rencontrer, la manière le sexe est devenu aussi un objet de consommation beaucoup plus mercantile qu'avant. Il y a une banalisation du sexe, ou en tout cas de la pornographie en 10 ans ? Oui, en tout cas, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus courant, de beaucoup plus assumé, chez les femmes aussi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Ça, moi, je veux pas juger ça, mais c'est en tout cas devenu, on en parle beaucoup plus librement. Je pense pas que c'est plus facile qu'avant, mais en tout cas, il y a un accès beaucoup plus direct. Ouais. Ouais. L'inspiration vous est venue très vite ou c'est quelque chose que vous y pensiez depuis 10 ans ? Non, j'y pense, enfin oui, j'y pense toujours. Mais pas pour faire un dessiner. livre. Mais je suis retombé sur des chutes du premier album. Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de voir ce qu'on raconte, ce que je pourrais raconter 10 ans après, aujourd'hui, là-dessus. Je me suis donné une semaine pour le faire. En une semaine, j'avais fait 40 pages. Donc le sujet est dense. De toute façon, il y a toujours beaucoup de choses à raconter. Ces chutes, est-ce que c'était des dessins que vous n'aviez pas osé publier il y a 10 ans ? Non, ils avaient simplement été rejetés parce que je fais toujours beaucoup plus de matériel pour pouvoir après trier les gars qui sont les plus marrants, les plus efficaces. Il n'y a pas de censure. De toute façon, pour moi, c'est un album, c'est écrit sur la couverture. En plus, il est bien emballé. Hein. Il est réservé aux adultes et le titre est assez cash. Donc, je pense que les gens qui vont l'ouvrir savent à quoi s'attendre. Donc, à partir du moment où on est dans la sexualité et qu'on est en train de raconter des histoires entre adultes, pour moi, il n'y a aucune raison d'écarter certaines histoires parce qu'elles seraient... il n'y a pas de tabou sur le sujet, en tout cas. Ouais, vous venez d'y faire allusion. Il y a une mise en place un peu particulière des albums dans les kiosques, dans les librairies, etc. Donc, c'est quelque part, c'est comme si c'était de la pornographie. C'est un peu curieux. Oui, c'est réservé aux adultes. Ça tombe sous la loi de la pornographie, ouais. Donc, il faut
il faut protéger les enfants de, de ces livres. Ce qui est assez rigolo parce qu'on sait aujourd'hui que les enfants sont tous confrontés à la pornographie sur Internet. Euh, et là, on ne fait pas grand-chose pour ça. Mais bon, pour moi, c'est OK. Enfin, Mhm. je trouve normal. C'est un livre réservé aux adultes. En plus, moi, mon nom est associé beaucoup à la jeunesse avec Titeuf. Donc voilà, il faut marquer celui-là. Je sais que j'aurai beaucoup de plaintes des enfants dans les dédicaces qui me diront mais pourquoi nous, on n'a pas le droit de le lire? C'est comme j'ai eu sur le premier tome. Et, voilà, ils devront attendre un peu, quoi. En disant il y a eu pas mal de changements, et notamment le phénomène, le mouvement MeToo. Est-ce qu'on dessine les relations hommes-femmes et le sexe de la même manière après cela? Et est-ce qu'on y pense quand on dessine? Oui, bien sûr, ouais, ouais. Ça fait partie des gros changements. Je crois qu'il y a une liberté de parole plus forte des femmes, aussi une liberté. On peut faire plus d'histoires autour de. Enfin, la sexualité, c'est plus forcément l'homme et la femme. Alors, évidemment, c'est aussi l'homosexualité, mais Mhm. moi, j'ai surtout concentré mes histoires autour d'un couple, d'un couple hétérosexuel. Mais il y a D'ailleurs, aussi beaucoup plus on assume beaucoup plus la masturbation, la sexualité solitaire, le sextoy. Le plaisir, c'est pas forcément un homme et une femme. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui se dit beaucoup plus librement aujourd'hui qu'il y a 10 ans. vous êtes très sympa avec les femmes, hein, parce que le mauvais rôle, c'est souvent les hommes, hein, là-dedans. Oh non, elles en prennent pas mal aussi. C'est vrai? Ouais. Ah, je suis pas d'accord avec vous, mais enfin. Les milieux conservateurs vous ont pris pour cible, ça on le sait depuis longtemps, hein, avec notamment l'expo pédagogique pour les enfants, le guide du zizi sexuel. Vous êtes surpris que les polémiques se renforcent avec le temps, alors qu'on pourrait penser qu'elles devraient s'atténuer? Ouais, c'est assez marrant comme phénomène parce qu'en fait, il y a de plus en plus de liberté de parole et paradoxalement, il y a de plus en plus de mouvements homophobes, de mouvements agressifs envers les femmes, euh, voilà. Enfin, je pense que c'est aussi dû aux réseaux sociaux. Pour finir, on peut avoir les propos les plus atroces. On a une place pour les déposer et avec un public qui va vous applaudir. Mhm. Avant, je pense que je suis pas persuadé que les gens étaient meilleurs avant, mais peut-être qu'ils se la fermaient plus parce qu'ils assumaient moins de dire des horreurs comme ça. Et alors, il y a des gens qui disent des horreurs, notamment le président brésilien Jair Bolsonaro. En 2018, il a présenté le guide du zizi sexuel comme un kit gay, un ouvrage dangereux pour les enfants. Donc, est-ce que ça a eu des conséquences au Brésil pour le livre? Est-ce qu'il a été retiré ou est-ce que les ventes ont augmenté? Ah non, mais il a été réimprimé, évidemment, il nous a fait une promo incroyable. mais, mais bon, ça reste un phénomène. La bande dessinée au Brésil, c'est pas comme la bande dessinée ici. Et puis le guide du vice sexuel n'est pas du tout un best-seller incroyable au Brésil. Je sais pas pourquoi il s'est attaqué à ce livre comme ça, mais j'étais le premier surpris de le voir débarquer sur le plateau du 20h en pleine présidentielle en brandissant le livre de Titeuf. Il faut dire que le personnage est assez coutumier de frasques un peu ridicules comme ça. Est-ce qu'il y a une géographie particulière pour Apisex 2? On va y revenir. Est-ce que c'est distribué partout? Est-ce que la sensibilité de certains pays permet de distribuer ce livre normalement? Alors pour le moment, il sort uniquement en francophonie. Après, ce sont les éditeurs étrangers qui vont décider de le publier chez eux ou non. Sur le tome 1, il a été beaucoup distribué dans les pays plutôt nordiques, en Allemagne, dans les pays scandinaves. C'est plus difficile chez les latins. Mhm. Et puis, c'est complètement inimaginable au Japon et aux États-Unis. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence, on le voit entre le nord et le sud, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Évidemment, vous allez me dire, mais à la réception de vos dessins, hein, est-ce que les remarques qu'on vous fait sont très différentes et vous surprennent parfois? Elles me surprennent toujours, mais ce qui m'amuse, c'est que souvent les gens me disent « Ah, mon histoire préférée, c'est celle-ci. » Et c'est une manière forcément de se livrer un petit peu, parce que ce qui nous fait toujours plus rire, c'est les histoires qui résonnent par rapport à nos expériences personnelles. Donc je ne devrais pas dire ça, parce que plus personne ne va me dire ça maintenant en dédicace, mais j'aime toujours bien que des gens... Enfin, c'est une manière aussi de se raconter, et je pense que j'aime bien quand des gens me disent qu'ils le lisent, qu'ils l'offrent à leurs partenaires, ou ça m'arrive d'avoir des jeunes qui l'offrent à leurs parents, par exemple. Je trouve ça assez drôle aussi. Parce qu'ils viennent, ils me disent voilà, moi quand j'étais gamin, mes parents m'offraient Titeuf, donc je leur offre Apisex. Ouais, c'est drôle. Et vous pensez que les enfants lisent Apisex en cachette?
Oh, il y en a sûrement qui le lisent. C'est quoi l'âge conseillé pour le lire quand même? Ah, c'est 18 ans, mais je pense qu'ils peuvent le lire. En fait, quand moi, ils me demandent, ou mes enfants, quand ils me demandent pourquoi ils n'ont pas le droit de le lire, je pense pas qu'il y a matière à les traumatiser, hein. C'est moins trash que ce qu'ils vont voir sur Internet. Et en plus, il y a une histoire avec. Donc, ils voient que même s'il y a des images qui peuvent les surprendre, on est dans un sujet plutôt léger. Mais c'est plus drôle à partir du moment où on a une vie sexuelle, donc il vaut mieux attendre d'en avoir une pour le lire. Il faut pouvoir comparer. Mhm. Zep, merci beaucoup.